Bonjour. Alors, aujourd'hui, pardon, j'étais en train de mettre la musique. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire en fait deux reviews de deux films que j'ai vus récemment et qui m'ont beaucoup parlé. Et bref, voilà, j'avais envie de vous en parler. Alors, le premier film, ça va être Frankenstein, donc de Guillermo del Toro, qui est sorti sur Netflix, je crois, il y a 2 semaines maintenant. Alors, j'ai attendu un peu avant de le voir, je me suis pas jetée dessus comme tout le monde. De toute façon, en général, sauf quand c'est un film que j'attends depuis 3 ans, sinon en général, les films comme ça, même si c'est des réalisateurs que j'aime beaucoup, j'attends souvent un peu de temps qui se passe avant de le voir. Je sais pas pourquoi, c'est un peu un blocus que j'ai. Peut-être trop d'attente, ou voilà, j'ai peur d'être déçue, je pense, au fond de moi, et souvent je prends un peu de temps avant de les regarder. Je prends mon temps. Voilà, donc là, du coup, je l'ai vu, j'ai franchi le pas, je l'ai regardé. Et excellent. Excellent, rien à dire. Très bonne réalisation, comme toujours, Guillermo del Toro connaît parfaitement son art et sait très bien s'y prendre, donc franchement, excellent film. Le jeu d'acteur était très bon, un casting vraiment bon. C'était la première fois que je voyais un film avec Jacob Elordi en fait. Je crois pas l'avoir déjà vu dans aucun film. C'était la première fois pour moi que je le voyais à l'écran et franchement il m'a convaincu. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre comme film parce que si je les ai pas vus, c'est peut-être que c'est pas des films qui m'intéressent forcément, mais en tout cas son talent d'acteur s'est prouvé et c'est vraiment top. Top, vraiment, il m'a bluffé. Je vais vous parler du jeu d'acteur, je suis pas venue là pour ça, je suis venue vraiment pour parler du film. Alors, j'ai jamais lu le livre non plus, je connais très bien l'histoire pour l'avoir étudié un peu en long, en large et en travers quand même. Mais je ne l'ai jamais lu en fait, le livre en entier. J'ai lu que des extraits. Et, euh, et de ce que je me souviens du livre, pardon, et de ce que j'ai pu aussi en discuter avec d'autres personnes qui connaissent le livre, en fait, souvent, ce qui est reproché aux films de Frankenstein qui sont sortis avant, donc depuis les années 30, en fait, en général, ce qui sont reprochés, c'est que la créature est montrée comme étant brute, euh, un peu bête, peu intelligente, en manque de réflexion et surtout brute en fait. C'est à part en faire un gros zombie qui tue les gens. En général, ce que les gens lui reprochent, c'est de ne pas être fidèle au livre et vraiment de transformer la créature en un monstre assoiffé de sang et barbare et finalement peu empathique en fait. Et dans ce film-là, ça change vraiment. On a une créature qui est vraiment au premier plan et qui nous touche. Personnellement, j'ai pleuré vraiment à plusieurs reprises, j'ai eu la larme à l'œil durant ce film. La créature m'a touchée. Le propos, en fait, est très intéressant, où ça le met à l'envers, finalement, une créature qui, normalement, est immorale, pas naturelle, comment, qui n'a pas lieu d'être, en fait, c'est une abomination, hein, pour dire le terme. Bah, finalement, elle nous touche plus que les humains eux-mêmes dans le film. Le seul humain qui vient nous toucher, il y a deux personnages qui nous touchent, qui sont humains. Le personnage d'Elisabeth, qu'on voit au début et à la fin. Donc le personnage d'Elisabeth, lui, est vraiment touchant et c'est... Je sais pas encore comment vraiment interpréter ce personnage, mais je sens que c'est un peu une allégorie en fait. C'est le seul humain dans ce film qui va avoir de la bonté pour la créature et qui va être gentil avec elle et qui va voir au-delà de son physique, qui va savoir toucher son cœur et voir dans son cœur en fait, voir à travers elle. Donc le personnage d'Elisabeth est très intéressant. Alors évidemment, il y a ce que tout le monde a relevé, et c'est vrai, c'est l'utilisation des costumes, notamment les robes d'Elisabeth, dans le film. En fait, il y a des codes couleurs et ça en dit long aussi sur l'histoire. Alors je vous avoue, je me suis pas focus là-dessus, je savais qu'il y avait déjà ça parce qu'avant de voir le film, j'ai vu des vidéos qui en parlaient. Donc voilà, je me suis pas focus. J'ai cette mèche qui m'embête, désolée. Je me suis pas focus à 100% sur les costumes. J'ai laissé ça un peu de côté parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus non plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le traitement de la créature en fait. Parce que pour ceux qui savent pas et qui sont nouveaux et qui regardent pour la première fois mes vidéos, toujours pas, hein, putain. Pardon. En fait, je suis scénariste, jeune scénariste. Et voilà, donc forcément, je m'intéresse plus aux personnages qu'aux costumes, même si ça contribue aussi à la narration et que c'est des choses dont il faut penser dès le scénario, aux costumes évidemment. Toujours est-il, je me suis pas focus là-dessus, c'était pas ce qui m'intéressait. Euh,
Je me suis perdue. Oui, donc le personnage d'Elisabeth est très intéressant. Je suis pas encore certaine de ce qu'il représente. Je pense que ça demande un autre visionnage pour bien comprendre ce personnage. Mais il est complexe. On le voit pas beaucoup, mais il est complexe et c'est un rôle très très important en fait dans le film. C'est vraiment un élément très important. Elle représente l'amour aussi, évidemment. Encore une fois, c'est la seule source de chaleur en fait qu'il va avoir. Et le deuxième personnage comme ça qu'on retrouve, c'est le grand-père. Lorsque la créature loge dans la maison avec la famille, c'est le grand-père qui nous touche évidemment, sa mort est tragique. Encore une fois, on remet la faute sur lui, sur sa nature, et on l'accuse. À tort évidemment. Mais ce personnage du grand-père est aussi très intéressant parce que comme Elisabeth, c'est un refuge en fait. Là où la créature commence à se dire qu'effectivement peut-être qu'elle est mauvaise et qu'effectivement elle n'est pas naturelle, etc., etc., il y a ces deux personnages qui viennent et qui touchent son cœur, qui savent voir à l'intérieur d'elle, et c'est ça qui est encore plus intéressant que le personnage de l'aveugle. Pour le coup, il décrit très bien cette impression, enfin, ce sentiment, on va dire, parce que le grand-père est donc aveugle, et du coup, c'est avec son cœur qu'il voit. C'est pas avec ses yeux, c'est avec son cœur, avec son âme qu'il va voir. Et du coup, il voit la créature. Et la créature, en fait, ce que je trouve intéressante avec elle, c'est qu'elle est née sans péché. Littéralement, en fait, ce film a un aspect extrêmement religieux. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre. Et forcément, si on n'a pas toutes les notions du christianisme, on passe à côté de pas mal de choses. Et notamment, donc, cette créature, et d'ailleurs, c'est dit à un moment donné dans le dialogue, hein, le personnage de Victor, qui est joué par Oscar Isaac, le dit à un moment donné au début, tu es sans péché. Tu es l'être parfait, tu es pur, tu es sans péché. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que paradoxalement, il n'est pas pur. Physiquement, sa nature, et aux yeux, encore une fois, dans un regard religieux, c'est une abomination. C'est pas naturel, c'est une abomination, ce n'est pas une créature de Dieu, c'est une créature de l'homme. Et donc c'est un péché, c'est quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est contre nature, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Et malgré tout ça, à l'intérieur de lui, il est pur. Et justement, il est conçu sans péché. Il y a un autre parallèle qui est fait aussi dans le dialogue, c'est quand le personnage de Christophe Valls, alors j'ai oublié le nom de son personnage, mais à un moment donné, il lui dit aussi, quand ils sont toujours dans leur espèce de vieux château là, c'est ce qu'il lui dit à un moment donné, c'est notre nouvel Adam. On a créé un nouvel Adam. Et oui, c'est ça, c'est cette idée-là qu'il n'a pas encore goûté à la pomme, il n'a pas encore été perverti. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment cette figure-là de le personnage de Victor qui est en fait Dieu et cette créature qui est Adam. Parce qu'on a aussi le parallèle dans la Bible. Au départ, il y avait seulement Adam seul et ensuite Dieu a créé Ève de sa côte. Il a créé Ève pour Adam, pour avoir de la compagnie parce qu'il se sentait seul. Et dans ce film, c'est la même chose. À la fin, la créature va retrouver... Il s'est fait un ami avec le vieillard, mais le vieillard meurt. De nouveau, il se retrouve seul. Et il ne peut pas vivre cette vie d'éternité seul, parce il est éternel. Et l'éternité, quand t'es seul, bah, je peux comprendre que ça pèse. Donc il retourne chercher Victor dans l'unique but qu'il lui crée une compagne. Donc encore une fois, on a cette allusion avec la Genèse. Il y a vraiment beaucoup de parallèles avec la Genèse, et j'ai trouvé ça fascinant et très bien écrit. Très beau, c'est vraiment beau. Donc évidemment, à la fin, on comprend réellement, c'est encore plus appuyé le parallèle du fils, du père et du fils, et donc allusion, non seulement un lien réellement paternel, c'est sa créature, c'est comme effectivement son fils, et forcément, parallèle religieux, père le créateur, et le fils, l'homme, la créature. Donc ce parallèle religieux est vraiment très intéressant, et c'est vraiment ce que j'ai préféré dans ce film, et forcément j'imagine qu'on retrouve dans l'œuvre, le livre. J'imagine, ça va de soi. Encore une fois, je n'ai jamais lu le livre, il faut que je le lise, je vais le lire très bientôt. Mais voilà, pour le moment, du coup, je ne parle que du film, mais évidemment, je me doute que dans le livre, il y a aussi ces parallèles. D'ailleurs, dans le livre, ils disent aussi qu'il y a un parallèle avec le mythe de Prométhée. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre, c'est Frankenstein, ou le Prométhée moderne, ou quelque chose comme ça, le sous-titre. Et effectivement... Je comprends aussi l'idée, pour ceux qui connaissent pas le mythe de Prométhée, pour faire très très court, en fait, Prométhée, c'est un dieu grec, il me semble que c'est un dieu, qui a apporté le feu à l'humanité. Alors évidemment, faut lire, c'est du sous-texte, hein, faut lire en dessous. Donc le feu, en fait, ça désigne la connaissance. Et donc Prométhée a apporté contre les dieux ne voulaient pas que les humains aient la connaissance, donc la connaissance, l'intelligence, prise de conscience, tout ça. Les dieux grecs de l'Olympe ne voulaient pas que les hommes aient la connaissance,
et donc ils ont interdit à Prométhée de faire ça, mais Prométhée s'est rebellé et a apporté le feu sacré, donc la connaissance, aux humains qui ont ensuite pu devenir indépendants, etc., etc., développer des pensées politiques, etc., etc. Et d'ailleurs, si on analyse ça, ça nous rappelle une histoire familière, encore une fois, du christianisme, qui s'appelle la chute de Satan. Voilà. Donc encore une fois, on sait où est-ce qu'ils ont été piqués, cette mythologie-là. Hein. Ça vient encore une fois de chez les Grecs. Voilà. Voilà. C'est la même histoire, hein. C'est exactement la même histoire. On a quelqu'un qui se rebelle pour apporter la connaissance ou quelque chose aux êtres humains. C'est la même histoire. Bref. Ce mythe de Prométhée, du coup, il s'applique à Victor. Victor qui va défier tout, en fait. Dieu lui-même, en fait, littéralement, c'est aussi une défiance de Dieu. Parce que, encore une fois, ce n'est pas naturel de créer, ce n'est pas à nous de créer des êtres humains, ça va contre Dieu. Et donc Victor prend ce choix-là dans un moment, dans une impulsion d'orgueil et de fierté mal placée, etc. depuis son enfance. Il prend sa revanche contre son père mort aux cieux. Et voilà, et du coup, il crée la créature. Et bien après, il se rend compte de sa connerie, et évidemment, il va le regretter, mais c'est trop tard. Voilà, parce que Prométhée aussi, du coup, a un châtiment après ça, et c'est qu'un aigle vient lui manger le foie, je crois, sans arrêt et de façon éternelle. Donc là, on peut dire que, du coup, le poids de Victor aka Prométhée, c'est que du coup, son aigle, je pense que ça peut être le mariage d'Élisabeth, déjà, Élisabeth, la femme qu'il aimait mais qu'il n'a pas pu avoir, qui se marie avec son frère, il me semble. Ça peut être une forme de châtiment, hein, du coup. Et forcément, la créature qui continue de le hanter sans cesse, ça forcément aussi, c'est son aigle qui lui bouffe le foie et il en meurt. Voilà, donc ça vient du livre, et ils l'ont quand même conservé forcément dans le film aussi, mais ce parallèle avec Prométhée, ça c'est dans le livre. Bref, donc voilà, j'ai parlé du coup de ce parallèle avec la créature qui naît sans péché, et j'ai presque envie de dire qu'il finit corrompu, mais même pas en fait. Même pas, parce qu'après avoir regardé le film, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, on nous raconte le récit d'une créature qui est née dans des circonstances abominables et contre nature, mais malgré ça, paradoxalement, qui est pure, et sans péché, encore une fois, elle est profondément bonne, elle a le cœur bon, cette créature. Mais elle va être confrontée à un monde perverti, un monde corrompu et mauvais. Et dans ce monde perverti et mauvais, cette créature hideuse est en fait la plus belle chose qu'on puisse trouver sur cette terre. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et en fait c'est marrant parce que j'ai écrit un scénario l'an dernier qui en fait prenait la même base, où en fait mon pitch un peu c'était, dans un environnement qui est foncièrement mauvais, est-ce que la chose la plus pure, la plus bonne, la plus pure au monde peut-elle survivre dans un environnement qui est à l'opposé total et qui est profondément mauvais? Peut-elle survivre dans cet environnement? Bah c'est marrant parce que ce film-là répond un peu à la question aussi, ça explore un peu la même thématique, donc forcément ça m'a de suite parlé, parce que, encore une fois, c'est la même thématique qu'un de mes scénarios en fait, donc j'ai beaucoup aimé cet aspect, forcément, c'est quelque chose qui m'a parlé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont jugé que le film était parfois lent, j'en ai discuté aussi avec des amis qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit que le rythme de ce film était lent, et ils n'ont pas accroché. La moitié du film au début, tout le premier acte, en fait, on nous raconte la vie de Victor et comment il en est arrivé à faire la créature, en fait. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que forcément, c'est important de comprendre ce personnage quand même. Il n'y aurait pas eu toute cette partie, ça aurait justement soulevé beaucoup de questions et des gens se seraient dit c'est pas justifié, pourquoi il fait ça, le personnage n'a pas cette profondeur, etc., etc. Là, au moins, on a tout ce qu'il nous faut, on a tous les éléments. Et moi j'ai trouvé ça bien, ça m'a pas dérangé. Après j'aime bien les films avec des rythmes lents. Terrence Malick par exemple, j'adore, pour moi chef-d'œuvre. Forcément c'est pas au goût de tout le monde. Je peux comprendre que le rythme est dérangé. Pour autant ça fait pas de ce film un film mauvais, c'est juste une question de goût pour le coup. Si vous aimez pas les films avec des rythmes lents, c'est pas le film le problème, c'est juste que vous avez des goûts différents et que vous n'appréciez pas. C'est tout. C'est sûr que ça change d'un film Marvel où il n'y a pas de pause et c'est une trotte. Voilà, il faut savoir aussi apprécier, et moi je trouvais que c'était logique aussi dans le sens où le film nous parle du coup de création, de vie. Le film nous parle d'amour et de vie. La vie c'est long, la vie c'est quelque chose de lent qui se crée,
C'est un long fil et petit à petit il y a d'autres éléments qui s'y rajoutent, etc., etc. Donc de ce fait, j'ai pas trouvé ça dérangeant que le film soit long parce qu'en fait c'est ce que ça nous raconte aussi. Surtout le premier acte, ça nous raconte la vie de quelqu'un. Et même le film en sa globalité en fait. On a la naissance, on a la vie de quelqu'un malgré qu'il est la créature et l'apparence d'un homme adulte, c'est quand même sa naissance. Donc moi ça m'a pas dérangé ce rythme-là, je l'ai pris comme un beau parallèle avec la thématique qui est aussi la vie. Donc la vie et l'éternité du coup aussi, c'est aussi une grande question d'éternité. Donc le fait que le film ait un rythme lent, j'ai trouvé ça cohérent avec le thème. Ça m'a vraiment pas dérangé, c'est cohérent. La fin, les gens ont dit que la fin aussi était trop écourtée, comme s'ils savaient plus trop comment terminer cette histoire et qu'ils ont bâclé la fin avec dans l'Antarctique on se retrouve la créature qui pourchasse toujours Victor, qui ne la laisse pas tranquille, hein, donc encore une fois le châtiment, l'aigle et Prométhée, hein, c'est vraiment ce schéma-là. Et voilà, les gens ont trouvé que c'était bâclé à la fin, ils la retrouvent enfin, et pardonne-moi, je te pardonne, et meurs en paix, et maintenant c'est à moi de prendre sur moi et de vivre, etc., etc. Les gens ont trouvé que c'était trop bâclé. Encore une fois, moi ça ne m'a pas dérangé, j'étais tellement à fond dans l'histoire en fait que ça m'a vraiment pas dérangé, ça m'a pas sorti du film une seule seconde, rien ne m'a sorti du film une seule seconde. Il y avait tellement d'émotions, c'était tellement riche en émotions ce film que j'étais avec la créature de A à Z et tout ce qu'elle vivait, on le ressentait bien en fait. Il y a vraiment eu du partage entre le spectateur et le personnage qui s'est vraiment bien créé. Là-dessus, il n'y avait rien à redire. C'était excellent, c'était vraiment excellent. Donc voilà. Mais je peux comprendre. Après, moi, encore une fois, d'un regard chrétien, parce que je pense que toujours il y a des références chrétiennes, et même Guillermo del Toro lui-même en a parlé en interview, hein, que le christianisme, le catholicisme de cette époque-là surtout, c'était quelque chose qui lui parlait, et sur lequel il a beaucoup joué sur ce film, hein, dès le début d'ailleurs, avec l'extrait de Le rêve de Victor, avec l'ange de la mort, ou l'ange noir, il appelle ça l'ange noir, mais en fait c'est la mort, hein. Pour moi c'est un mauvais présage, il prend ça comme l'ange Gabriel, mais non, non. Pour moi c'est le mal, justement, ça représente l'orgueil, ça représente le mal. Et tu vois, c'est ce rêve-là, justement, qui insuffle en Victor l'idée de créer la créature. Pour moi, c'est le mal, justement, cet ange. C'est pas l'ange Michael, c'est... Michel, pardon. J'anglicise. C'est quelque chose de mal. Donc voilà, l'imagerie catholique est indéniable dans ce film, est très très forte. Donc forcément, si on n'a pas toutes les notions, il y a des choses, encore une fois, qui nous passent sous le nez. Donc, voilà. J'en viens donc à cette scène du pardon que les gens ont vivement critiqué. Moi, encore une fois, d'un regard chrétien, ça m'a pas dérangé. Pour moi, je l'ai pris comme le pardon chrétien, justement, de tu as fait de la merde, mais je te pardonne quand même. Tu es sur le point de mourir, tu as besoin de ça, tu as fait de la merde toute ta vie, t'as besoin d'entendre ça pour te racheter et pouvoir partir en paix. Bah, je t'offre ça, je te délivre de ce mal qui t'a rongé toute ta vie, toutes tes erreurs, tous tes regrets. Bah, je t'en libère et je te pardonne. Pour moi, c'était ça. C'est l'absolution, en fait, finalement. Pour moi, c'était vraiment un acte d'absolution pour Victor. Voilà, le poids de ses erreurs, au seuil de la mort, il fait face à son plus grand échec dans sa vie, à sa plus grande erreur. Et cette erreur lui pardonne de l'avoir créée. Voilà. Pour moi, c'était vraiment ça, et j'ai trouvé ça beau. J'ai vraiment trouvé ça très très poétique, au contraire. Voilà. Parce qu'encore une fois, le pardon chrétien, c'est ça en fait. C'est malgré toutes les choses, tu peux en baver, mais pendant des années, tu peux baver comme l'enfer. Le pardon chrétien, c'est ça, c'est avoir cette volonté et cette bonté, cette pureté de pouvoir pardonner. C'est beau, c'est magnifique, et c'est clair que c'est pas donné à tout le monde en fait. C'est des notions qu'on n'a pas tous. Par exemple, moi, je suis pas sûre de pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Je trouve ça magnifique. Et pour moi, c'est ça donc. Donc cette scène, je l'ai trouvée magnifique. Ça m'a pas dérangé encore une fois, je l'ai trouvée sublime. Et voilà. Alors après, effectivement, fin ouverte, la créature repart dans un grand espace glacial, antarctique, où il fait froid et complètement désertique et il est seul. Là aussi, les gens ont critiqué, ont trouvé que c'était un peu bizarre. Bon, cette créature s'en va, on sait pas ce qu'elle devient. Où est-ce qu'elle va, on sait pas ce qu'elle devient. Ce qu'on sait, ce qui nous a été dit à la fin, ce qu'on sait, c'est qu'elle est immortelle. Elle est immortelle et son père, son créateur, Victor, lui dit « Écoute,
Le prends pas comme une fatalité, cette chose que tu as, de ne pas pouvoir mourir, le prends pas comme une fatalité, prends-le comme une opportunité justement. Prends-le comme une opportunité, tu as souffert avant, et ben maintenant, tu as tout le temps, tu as toute l'éternité pour découvrir le monde, découvrir l'amour, découvrir la vie, etc., etc. Et on sait très bien de toute façon que c'est ce que cette créature va faire parce que c'est sa nature, elle est bonne sa nature. Malgré un environnement chaotique, elle est née du chaos et de la mort, mais elle porte en elle la vie, la bonté, l'amour et la beauté. C'est magnifique. Ce film, franchement, cette histoire est magnifique. Euh, Voilà, donc pour moi c'est ça. Donc en fait, ce grand espace désertique où il fait froid et qu'il y a de la glace, etc. Pour moi, c'est encore une fois une métaphore. Faut pas le prendre littéralement. Pour moi, c'est pas juste il est en Antarctique, il se barre et on sait pas ce qu'il devient. Non, encore une fois, faut lire en dessous, faut lire le sous-texte. Pour moi, cet grand espace vide, justement, ça représente toutes les opportunités qu'il a. Parce que malgré le fait qu'il soit seul au monde, qu'il fasse froid et que, en fait, finalement, quand on voit cet univers, on se dit c'est synonyme de mort. Bah non, parce qu'au loin, il y a l'horizon. Et si je me souviens bien, c'est au petit matin, on commence à voir des lueurs, je crois, il y a un peu des lueurs de soleil qui se lèvent, il me semble, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, on voit la ligne d'horizon. À partir du moment où on voit la ligne d'horizon, pour moi, c'est que du coup, il y a des possibilités, c'est l'avenir, des possibilités. Il n'est pas complètement perdu dans le néant. Donc, pour moi, c'est juste un grand espace vaste, parce que maintenant, c'est tout ce qui lui reste. C'est l'éternité qui s'étend devant lui, et 1000 possibilités. Pour moi, c'est ça, c'est justement plutôt de l'espoir, plutôt que de la défaite ou quelque chose de négatif, pas de mortuaire, mais enfin, vous m'avez compris. Pour moi, je l'interprétais comme ça. Encore une fois, faut pas être littéral. Surtout en plus avec un réalisateur comme Guillermo del Toro. Il faut pas être littéral, faut vraiment lire en dessous, faut interpréter les choses. C'est ça le cinéma, c'est l'interprétation, faut jamais prendre tout pour acquis ou comme ça, faut réfléchir un peu autour. Voilà. Donc évidemment, je suis pas en train de vous dire que vos justifications sont mauvaises. Si vous avez pas aimé, vous avez pas aimé et c'est votre droit. Franchement, là-dessus, les goûts et les couleurs. Hein. Je peux comprendre que vous ayez pas aimé la fin et que ça vous ait chagriné, chatouillé ou je ne sais quoi. Voilà, moi je vous propose juste une interprétation, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon interprétation en tant que jeune scénariste, pseudo-jeune réalisatrice et étudiante en cinéma par le passé. Voilà, aujourd'hui je suis plus étudiante, mais je l'étais encore il y a quelques mois. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, c'est mon interprétation en tout cas, avec mon œil qui est quand même dans le domaine. Voilà, c'est une histoire en tout cas qui est sublime, que je connaissais très peu, c'est mon premier film Frankenstein que je vois de ma vie en fait. J'en ai jamais vu un seul avant. Voilà, j'ai un peu honte de dire ça, mais c'est la première fois que je voyais Frankenstein de ma vie. J'ai toujours été intriguée par l'histoire, par le personnage. Encore une fois, l'histoire, je l'ai un peu étudiée en long, en large et en travers au lycée, et enfin à d'autres occasions. Mais voilà, je n'ai jamais lu le livre, et je n'ai jamais vu aucun film. J'ai vu aussi beaucoup d'extraits, surtout du film des années 30. J'ai oublié l'acteur qui le jouait, mais enfin voilà, j'ai vu maintes et maintes extraits, mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir, de comprendre réellement l'histoire de Frankenstein, et c'est incroyable, magnifique, vraiment magnifique. Le film est sublime, il m'a vraiment touchée, c'était poignant, il m'a vraiment touchée. Il faut que je le revoie, d'urgence. Il faut vraiment que je le revoie, c'est un film magnifique, vraiment. Il est sublime. Voilà. Si vous connaissez pas trop Guillermo del Toro, je vous conseille de regarder Crimson Peak, c'est dans la même esthétique, à l'époque victorienne, tout ça, et c'est mon Guillermo del Toro préféré. J'adore de toute mon âme ce film, il est sublime, c'est un peu les mêmes thématiques aussi, alors pas de l'éternité, mais de la mort en fait, c'est thématique, c'est un peu l'amour, la mort, le sacrifice, ce qu'on est capable de faire pour ceux qu'on aime, etc. Des histoires de fantômes évidemment, hein, donc si vous aimez l'histoire de fantômes, l'époque victorienne, le gothique victorien, tout ça, foncez le voir. Foncez voir ce film, c'est une pépite, c'est une merveille, il est magnifique. Avec Mia, au nom imprononçable, l'actrice de La Soupe des Merveilles, entre autres. J'adore cette actrice, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, mais je l'adore de tout mon cœur. Et Tom Hiddleston aussi, très bon acteur, et dans ce rôle il est incroyable. Et il me semble que c'est Jessica Chastain. Il me semble que c'est elle, oui. Enfin bref, regardez ce film, il est génial. Voilà, si vous connaissez pas ce film, je vous le recommande. Donc très bon film gothique. Incroyable.
Maintenant, je vais parler de Nosferatu. Il est 24 minutes 50, ça va. Maintenant, je vais parler de Nosferatu. Alors, je viens seulement de le regarder hier soir. Un an après, je le regarde. En fait, j'étais très réticente à le voir. C'était un film que j'attendais beaucoup. Parce que, en fait, Nosferatu, j'ai jamais vu celui de... Ah, l'allemand, comment il s'appelle déjà? Herzog, voilà. J'ai jamais vu celui de Herzog. J'ai vu beaucoup d'extraits, mais je ne l'ai jamais vu. Celui que j'ai vu, c'est l'original. Hein, donc, c'est celui de 1922 ou 21. Bref, les années 20. De Murnau. Si je dis pas de conneries, c'est Murnau. Celui-là, je l'ai vu en long, en large et en travers. Déjà parce que je l'ai pas mal étudié quand j'avais étudié l'expressionnisme durant mes études. Et aussi parce que j'adore ce film, je l'ai trouvé magnifique. Cette fameuse scène avec l'ombre du comte qui monte dans l'escalier, enfin, le plan de Hélène aussi, l'actrice de Hélène qui avait une coiffure un peu comme la mienne, les coiffures de l'époque. J'adore ce film, j'ai adoré ce film de tout mon cœur. Et donc j'étais très curieuse en fait de voir ce qu'un réalisateur comme Robert Eggers, que j'adore beaucoup, The Witch, chef-d'œuvre, The Northman, gros coup de cœur, enfin The Lighthouse aussi, j'adore le travail d'Eggers. Eggers, c'est un réalisateur qui me parle énormément dans sa vision artistique, ça me parle énormément, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, j'étais curieuse de voir ce que Robert Eggers pouvait faire de ce film, et j'avais une hâte, c'était de le voir en fait, vraiment. Et quand il est sorti, j'ai été comment bloquée par toutes les opinions publiques en fait qui sont sorties. Toutes les critiques étaient mauvaises au début. Enfin, je sais pas ce que vous avez eu comme critique, mais en tout cas moi je voyais beaucoup de critiques en fait qui étaient mauvaises, qui disaient que le film était beaucoup trop prétentieux, qu'il avait voulu imiter Herzog mais que c'était raté, que Lily Rose Depp jouait mal. Encore une fois, à part Lily Rose Depp, la seule fois où je l'ai vue c'était dans The King sur Netflix avec Timothée Chalamet, sinon j'ai jamais vu quoi que ce soit avec cette femme. Donc, pour moi c'était le premier film aussi où je la voyais jouer, je connaissais pas du tout son jeu d'acteur avant ça. Donc voilà. Et les critiques l'avaient descendu, alors que c'est quand même le personnage principal du coup de l'histoire, et les critiques l'avaient descendu. Du coup ça m'a... j'étais réticente, je me suis dit, est-ce que je le regarde ou pas du coup? Et voilà, un an après, me voilà, j'ai enfin osé franchir le pas, et je l'ai vu. Et j'ai adoré, voilà. Je comprends pas les critiques parce qu'il est absolument génial, j'ai adoré. C'est un très bel hommage justement au cinéma expressionniste des années 20. C'est un très très bel hommage. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les gros plans justement sur Hélène, hein, qui rappellent les gros plans des films de l'époque. J'ai adoré. J'ai adoré les jeux d'acteurs justement très expressionnistes en fait justement. Il a vraiment repris ça et j'ai adoré. Et justement le jeu d'acteur de Lily Rose Depp, mais il m'a bluffé. Il est absolument incroyable. Je n'ai pas compris ceux qui ont trouvé qu'elle jouait mal. Elle en faisait pas trop. Pas du tout. C'était puissant, ça prenait à la gorge. C'est... Waouh. Non, franchement, excellente actrice en fait, vraiment. Pour moi, c'était une révélation. Je connaissais pas son jeu d'acteur avant et incroyable, franchement incroyable. Voilà, Willem Dafoe évidemment, parce que c'est un peu aussi l'acteur récurrent chez Eggers. J'adore Willem Dafoe, donc là, excellent rôle encore un peu extravagant, c'est ce qui lui va le mieux. Donc j'ai beaucoup apprécié ce personnage aussi, qui jouait finalement un peu Van Helsing, parce que pour ceux qui savent pas trop non plus, en fait, Nosferatu c'est vraiment Dracula. C'est une adaptation clairement du roman de Dracula. Ils ont juste changé les noms des personnages, parce qu'à l'époque, du coup pour le premier Nosferatu des années 20, en fait à l'époque il y avait une question de droit et ils avaient pas les droits, donc du coup pour éviter les emmerdes, ils ont changé les noms, mais en vrai c'est la même histoire. Hein. Vous comparez Nosferatu, Dracula, c'est la même chose. Vraiment la même chose. À quelques détails près, mais c'est la même chose. Donc pour moi, du coup, c'est Willem Dafoe qui joue un peu Van Helsing, hein, en quelque sorte. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que contrairement à Dracula de Coppola, je vais comparer ici Nosferatu et Dracula, parce que, encore une fois, le Nosferatu de Herzog, je l'ai jamais vu, donc je peux pas l'utiliser comme comparaison. Donc là, je vais utiliser Dracula de Coppola comme comparaison, parce qu'il y a quand même des plans qui m'y faisaient beaucoup penser. Notamment le plan, j'ai oublié le nom de ce personnage, mais dans la prison, l'espèce de fou là, le serviteur de Nosferatu, du comte Orlok, quand il est enfermé dans son hôpital psychiatrique ou sa prison, on sait pas trop, ça rappelle quand même beaucoup les plans dans le film de Dracula, avec ce même personnage qui est aussi enfermé, qui est aussi fou, et les plans étaient pratiquement les mêmes. Pour le coup, la lumière, les plans et tout, la DA était très très similaire. Alors moi, ça m'a pas dérangé, hein.
Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, ces plans-là, je pense qu'il les a directement... voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Oui, donc l'ADA, magnifique. Très bleuté, très froid, j'ai adoré. Une lumière, la lumière, magnifique. Magnifique lumière, vraiment. Et évidemment, de clichés d'ombre, hein, avec le rideau, tout ça, qu'on retrouve en référence aux films des années 20, j'ai adoré. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Et voilà, alors ce dont je vais parler dans Nosferatu, en fait, c'est pas tant le film. Je vais pas faire une analyse sur le film comme j'ai fait pour Frankenstein. Là, je vais en fait être plus concise et quelque chose que j'ai pas compris. Il y a eu un phénomène autour du film, surtout dans la scène alternative gothique, évidemment, parce que c'est un très très bon film gothique. Donc voilà, c'est un film qui a fait beaucoup parler dans la communauté goth, et en fait, il y a un phénomène que je n'ai pas compris en voyant ce film. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ont adoré le personnage du comte Orlok jusqu'à le romantiser, etc. Alors que je vous parle pas du physique du personnage parce qu'on peut en faire abstraction et parler de la personnalité. Voilà. Moi je vous parle de la personnalité du personnage, pas de son physique. Forcément son physique il est repoussant, mais sa personnalité des fois peut être attirante. Ça s'appelle aussi le charisme. Le charisme c'est pas forcément dans la beauté, c'est aussi la personnalité. Dans la personnalité il va y avoir de la beauté et du charme. Bref. Et donc il y a beaucoup de femmes qui justement ont trouvé ça dans le personnage du comte Orlok et qui l'ont romantisé fort, quoi, vraiment beaucoup, et qui adoraient ce personnage. Pourquoi je n'ai pas compris pourquoi, alors que le personnage n'a rien de romantique. Alors encore, on serait dans le cas de figure de Dracula de Coppola, oui, il y a toutes les raisons de romantiser le personnage de Dracula de Gary Oldman, parce que dans le cas de Dracula, c'est réellement romantique, parce que Mina, en fait, c'est un peu une réincarnation de sa femme d'antan. Il y a un réel romantisme. C'est très érotique, mais un érotique beau et romantique de l'amour, en fait. Là, dans le cas de Nosferatu, c'est bestial, c'est du viol, en fait, un peu. Parce que, pour ceux qui savent pas non plus, le vampire, surtout dans le cinéma, et même dans la littérature, mais surtout au cinéma, le vampire, en fait, c'est sexuel. C'est sexuel par excellence, c'est très érotique. On le voyait déjà du coup dans le Dracula de Coppola, hein, c'était très explicite. Et dans ce film-là, en vrai ça allait, je pensais que ce serait plus explicite. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de sexualité dans le film, mais je m'attendais à plus. Franchement ça va, ça m'a pas choqué plus que ça, je trouvais que c'était assez modéré. Mais on comprend quand même, le vampire est sexuel par excellence. Et là où dans le Dracula de Coppola c'est du sexe romantisé, là dans ce Nosferatu-là c'est plus du viol. Parce qu'en vrai, Nosferatu, c'est ça. Le vampire, en fait, c'est un peu ça quand même. C'est un peu malsain. C'est un peu une métaphore du viol. Tu vois, on a le vampire, l'homme qui vient dans la nuit et qui attrape les jeunes femmes et qui les embrasse dans le cou pour leur sucer leur sang, etc. Tout ça est une belle métaphore du viol, hein, en fait. Faut pas chercher plus loin. Et dans ce film, justement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Eggers, c'est qu'il le montre. Justement, cette fois-ci, dans ce film-là, j'ai trouvé qu'il ne va pas chercher, comme Coppola, à romantiser le vampire, à en faire une belle histoire d'amour tragique. Là, il le montre réellement tel qu'il est. C'est une créature qui est là pour faire le mal, pour arracher cette femme à son amant, à son... à la rendre mal, etc. Enfin, il est là, en fait, pour une chose et il l'obtient, quoi. Il l'obtient par la force, par la contrainte. Il lui met un dilemme, il lui dit là dans 3 nuits, si tu t'offres pas à moi, je bute tout le monde. En gros c'est ça, il n'y a rien de romantique là-dedans, c'est juste du viol déguisé en fait. Et donc certes à la fin elle consentit, mais elle consentit pas réellement, faut ouvrir les yeux. Elle se sacrifie en fait. Et un sacrifice en général, c'est consenti entre guillemets, mais jamais réellement, ça reste un sacrifice en fait. Voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de romantique là-dedans. Dans ce Nosferatu-là, il est resté fidèle à la créature du vampire qui est un violeur. Et quelque chose de romantique de rien du tout. Et donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cette œuvre. Et c'est ça que je ne comprends pas justement, pourquoi beaucoup de femmes ont trouvé que le personnage du comte Orlok était romantique. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On a le personnage du comte Orlok qui met un putain de dilemme à une femme
alors qu'elle a toute la vie devant elle et qu'elle peut vivre avec son amour. Et on a ce fils de pute qui débarque et qui l'arrache à son amour pour la violer, hein, la tuer, etc. Vous préférez cette créature immonde plutôt que le personnage de Thomas, qui lui, pour le coup... Encore le personnage de Keanu Reeves dans Dracula, j'avais pas d'empathie pour lui. Pourquoi? Parce que, en fait, il est pas pur envers Mina. La preuve, chez le comte Dracula, il l'a trompé très ouvertement avec les succubes. Il l'a bien trompé, Mina. Et il a pas eu de regret pour ça. Hein. Donc, voilà, le personnage de Keanu Reeves dans Dracula, j'ai toujours eu beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour lui. J'en ai même pas du tout, en fait. Alors que là, le personnage de Thomas, pour le coup, il reste fidèle. Contrairement à Dracula, là, dans Nosferatu, ce personnage reste fidèle à sa femme et il est là pour elle, pour la sauver, en fait. Donc, il l'aime réellement et j'ai trouvé ça très beau, en fait. Il fait tout pour elle, il veut vraiment la sauver. Donc, pourquoi vous préférez le comte Orlok? Quel est votre problème? Bref. Voilà, il y a juste ça dont je voulais parler parce que sincèrement, j'ai pas compris cet engouement pour le personnage du comte Orlok. Vous avez juste pas compris ce qu'il symbolise en fait, parce que sinon autrement il y a un problème. Bref. Voilà, bref, j'ai vraiment pas compris cet engouement. Il fallait que j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a perturbée. Voilà, chose dite, chose faite. Je pourrais aussi, du coup, parler... Oui, il y a une autre interprétation aussi de Nosferatu, évidemment, et ça, ils en parlent à travers le dialogue. Hein. C'est quelque chose qui revient très, très, très souvent dans le film. C'est le mot plague, donc la peste noire, la maladie, la pauvre... Enfin, pas la pauvreté, mais la maladie, la misère, etc. Et pour moi, et elle-même, le personnage d'Hélène le dit elle-même, en fait, ce Nosferatu, c'est aussi sa maladie mentale, parce que du coup, depuis qu'elle est petite, on comprend qu'elle n'a jamais été bien dans sa peau. La créature Nosferatu vient dans ses rêves et n'arrête pas de lui dire que tu n'es pas de ce monde, tu es de mon monde à moi, tu n'es pas de ce monde. Donc, en fait, on peut l'interpréter de différentes manières, et moi, l'interprétation que j'ai choisie, c'est qu'effectivement, c'est un peu la dépression, en fait. À une époque où la médecine était clairement pas avancée sur la psychologie, tout ça, on n'y connaissait rien du tout. À chaque fois, on prenait ça comme étant le mal s'abat sur nous, elle est possédée par un démon, machin, machin, alors que non, elle a juste un problème, en fait, elle a juste besoin d'aide. Sauf qu'à cette époque-là, ça n'existait pas du tout. Et souvent, bah, pour les gens qui avaient besoin d'aide psychologique, bah, souvent ils dépérissaient dans la folie et c'était pas beau à voir en fait. Parce que du coup, on comprenait pas ce qu'ils avaient, donc ils avaient des traitements inadaptés pour eux, et enfin souvent c'était triste en fait. C'était vraiment triste. Et pour moi c'est ça, et c'est aussi une belle représentation de cette époque où la médecine en fait c'était encore plein de superstitions, de religions, etc., où du coup on comprenait pas les choses, on n'essayait pas non plus de les comprendre. Et voilà, on essayait de les soigner par des mythes, des superstitions et tout, alors que bah non, il y avait d'autres solutions. Donc pour moi, ce Nosferatu-là, c'est aussi ça. Donc à la fois, on a l'interprétation traditionnelle, on va dire, du vampire, où en fait c'est le viol, et de l'autre, on a aussi cette allégorie de la maladie mentale qui ronge cette femme. Elle se sent mal, elle ne peut pas se supporter elle-même, elle a besoin de son amour qui s'éloigne, donc les choses empirent à nouveau. Elle se retrouve seule face à elle-même et donc seule face à sa maladie mentale qui revient la ronger et la hanter, en fait, c'est ça. C'est aussi ça, et j'ai trouvé ça tragique, c'est triste, c'est horrible, parce qu'elle se sent seule et personne ne vient l'aider. Quand elle appelle à l'aide, c'est comme parler à un mur, le personnage de... C'est pas Harrington, mais c'est quelque chose comme ça, leur ami qui l'éloge. C'est un peu ça, en fait. Elle appelle à l'aide, mais personne ne lui répond. Et on la laisse dans sa misère, on la laisse dans sa détresse jusqu'au bout. On pense que c'est ça qu'il faut pour soigner tout le monde, mais non. Et c'est tragique, c'est complètement tragique. Voilà, donc ce film m'a beaucoup touchée aussi pour cet aspect, j'ai trouvé ça magnifique. C'était très très bien réalisé et écrit en fait. C'était parfaitement bien écrit. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir ça. Alors maintenant, il faudrait aussi que je voie le film d'Herzog, du coup, pour comparer, que je n'ai jamais vu. Et voilà. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, je pense. Voilà, c'était mes petites analyses. Je vais laisser les commentaires ouverts et vous êtes libre de partager, vous, vos ressentis sur les films
Voilà ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des choses à redire par-dessus ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Voilà. Ça fait toujours plaisir de discuter cinéma avec des gens et j'aime bien avoir les interprétations en fait des gens sur des films, des personnages, etc. C'est toujours intéressant de partager nos visions parce qu'évidemment, pour moi, le cinéma, il n'y a pas une vision unique. Forcément, il y a celle du réalisateur parce que il a mis ses intentions en fait. C'est la vision du réalisateur qui importe le plus parce que c'est celle qui a le plus de sens du coup pour le film. Il a mis ses intentions, c'est sa vision, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, donc c'est forcément la vie qui compte le plus. Mais pour moi, à partir de là, on a tous des visions différentes. Il y a autant de visions du monde qu'il n'y a de personnes sur Terre. Donc c'est toujours intéressant quand même d'avoir les interprétations pardon, de chacun et chacune. C'est toujours très enrichissant, je trouve. Voilà, il n'y a pas une interprétation unique d'une œuvre. Voilà, à part celle de la vision du réalisateur, c'est celle qui va être la plus fidèle et la plus véridique. Du moins, encore une fois, celle qui aura le plus de sens, mais voilà. Je me répète un peu, mais voilà, vous avez compris. Ok, bah ça fait 40 minutes. Je pense qu'on est bon. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout sur cette analyse cinéma. Et si vous n'avez pas vu ces films et que vous avez juste regardé mon blablatage, bah allez les voir, foncez voir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura, j'arrive plus à parler, ça y est, que ça vous aura donné envie de voir d'autres films ou de les revoir. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois et bonne soirée, bonne journée